Alors, eh bien, bonjour Floriane. Bonjour. Voilà. Donc, tu me demandes ce qui m'a amené à travailler sur l'aliénation. Bien, c'est deux choses bien précises. La première, c'est que j'ai quand même un diplôme de neuropsychiatre que j'ai acquis en Belgique, à l'ULB, depuis les années 80, on va dire. Et c'est pas pour autant que je fais de la psychiatrie. Je suis neurologue. D'accord. Peut-être un peu plus hors sol. Je suis neurologue de formation, donc je travaille beaucoup la biologie du cerveau à travers, je dirais, le Parkinson et la dopamine, l'acétylcholine dans l'Alzheimer. Donc, je suis un type très intéressé par la biochimie du cerveau, mais j'ai quand même une formation psychiatrique et donc j'ai toujours un intérêt, par exemple, pour la biochimie de la dépression. Ça existe aussi, la biochimie de la dépression. D'accord. D'autre part, j'ai été victime moi-même à travers un divorce conflictuel, d'être tout à fait concerné par le problème de l'aliénation parentale. Parce que si l'aliénation parentale, elle concerne un enfant qui est malade, qui est mal pris dans une situation relationnelle, ben, il y a aussi quand même le parent dénigré, rejeté, etc. qui souffre. Donc je peux dire que j'ai été quand même victime quelque part d'une aliénation parentale. Parce que mon ex-épouse était vraiment pas facile. Elle a très mal réagi au divorce, qu'elle a initié pourtant elle-même. D'accord. Mais quand elle a vu qu'elle n'obtenait pas tout ce qu'elle voulait de moi dans ce divorce où moi je me suis un peu braqué, étant d'abord surpris de l'annonce du divorce et étant, je dirais, tout à fait en demande de quand même voir mes enfants régulièrement, etc. Mhm. Donc je n'ai pas accepté directement toute la façon dont elle voyait le divorce. Ça s'est d'autant plus braqué et on est parti dans un système d'aliénation parentale où les enfants en ont beaucoup souffert aussi. Mhm. Donc, ayant quelques capacités, je dirais, neuropsychiatriques et en ayant souffert directement personnellement, eh ben, je me suis vraiment quelque part un petit peu libéré de toute cette tension, parce que vivre une aliénation parentale, c'est une tension nerveuse qui se rajoute au boulot, etc., Mhm. qui est lourde à porter, qui est malheureusement généralement longue à porter, parce que les procédures judiciaires en Belgique sont très longues. Je crois en France que ça va un peu mieux, mais en Belgique c'est encore très très long. Et donc une tension nerveuse lourde et longue à porter, eh bien, moi il me paraissait important de pouvoir un peu me libérer de ça en écrivant sur le sujet. Il faut dire aussi que j'ai l'écriture facile, vu que j'ai déjà fait d'autres bouquins. On peut voir là-bas des bouquins sur le Parkinson, des bouquins sur Alzheimer, j'ai un bouquin sur le burn-out qui va sortir au mois de décembre. D'accord. Et donc j'ai fait ce bouquin, Approcher le divorce conflictuel, qui retraçait quelque part mon expérience, mais pas mon histoire. Donc ce n'est pas du tout un bouquin historique, Mhm. c'est mon expérience du divorce conflictuel à travers ma propre expérience, mais aussi l'expérience de patients ou de gens que j'ai rencontrés, que j'ai vus dans des réunions comme à SOS Papa, comme ailleurs. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué leurs problèmes, et moi j'ai fait un condensé de tout ça qui est donc évidemment tout à fait anonymisé. D'accord. Tous mes livres sont aussi des livres collectifs. C'est-à-dire que quand j'aborde un sujet, je ne l'aborde jamais tout seul. Je prends toujours des collègues, ou même pas tellement des collègues, mais des gens qui ont un autre angle de vue que moi. Moi, j'ai l'angle de vue du médecin, neuropsychiatre en gros. Eh Mhm. bien, dans le bouquin ici, il y a des psychologues qui écrivent, il y a des juges, il y a des avocats. Donc, on prend les autres angles de Mhm. vue du sujet. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Alors à partir de ce livre, qui est quand même sorti maintenant il y a déjà quelques années, en 2008, hein, donc le livre a 5 ans. Depuis 5 ans, je fais de temps en temps des conférences, et ici c'est deux rapports de conférences qui ont été faites, une en 2010, une en 2013, sur le sujet. Et je Mhm. suis en train de préparer, outre des conférences de suivi, chaque fois qu'on me en demande, un autre livre qui s'appellera les dégâts neuropsychologiques, les dégâts neuropsychologiques et physiques chez les enfants et parents victimes d'un conflit, d'un divorce conflictuel. Voilà.
Donc ce sera un beaucoup plus gros livre qui va être encore plus neurobiologique, parce que là je vais quand même, à travers ce que j'ai déjà vu dans le burn-out ici, pouvoir rentrer un peu dans le cerveau des gens qui souffrent Mhm. de burn-out d'abord et puis de divorce conflictuel, et essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ils ont une moins bonne mémoire, pourquoi ils sont stressés avec des sudations, des tremblements, pourquoi est-ce qu'ils dorment mal, pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire un infarctus, enfin bon, on va essayer de démontrer toutes les conséquences de maintenir une tension lourde et prolongée. Un des premiers messages étant de dire aux gens qui gèrent, aux thérapeutes, aux intervenants autour d'un divorce conflictuel, de dire à tous ces intervenants, écoutez, il faut faire ce qu'il faut pour que la procédure soit la plus courte possible, Oui. pour que le conflit reste là le moins longtemps possible, parce que le conflit use, le conflit démolit, le conflit entraîne des pathologies secondaires, qu'elles soient psychologiques, physiques, etc. Et donc ça sera un peu le message de ce livre-là, mais ce livre-là c'est pour à peu près 2016, hein, on a encore un peu le temps. Je dois collecter des témoignages, je dois collecter des gens qui seraient capables d'écrire sur le sujet, parce qu'encore une fois je voudrais être collectif. Et donc j'essaye de stimuler, mais les gens qui sont généralement passés par là, à un moment, ils ne veulent plus en parler. Une fois que la situation a évolué, on voit que les gens qui ont fortement souffert un divorce conflictuel, après, ne veulent plus en parler, ne veulent plus écrire. Bon, donc c'est difficile d'obtenir des témoignages. Maintenant, au niveau psychologue, etc., c'est vrai que là, il s'accumule ces dernières années, malheureusement, parce qu'il y a énormément de divorces. Mhm. Et s'il y a énormément de divorces, il y a toujours 25% à peu près de divorces conflictuels, donc il y en a de plus en plus aussi. Et donc, oui, à travers des psychologues ou des juristes, je pourrais avoir matière à dire sur le divorce conflictuel. Mais j'essaye surtout d'avancer dans le domaine neurobiologique. Et bon, ça prend un peu de temps. Il faut lire la littérature. C'est des choses très nouvelles. Donc, il faut attendre que je puisse avoir suffisamment de références pour en faire une synthèse. Voilà. Si ça répond à ta première question de pourquoi je fais tout ça et où j'en suis. Maintenant, Ça répond je te très laisse bien. poser les autres questions. Pour vous, l'aliénation parentale, ça se traduit comment? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, chez des patients, comment on peut le voir ou le repérer Alors, l'aliénation parentale, il y a un parent aliénant, il y a un enfant qui est aliéné et il y a un deuxième parent qui est rejeté. Donc l'aliénation parentale, c'est un trouble de l'enfant d'abord. C'est un trouble que l'on devrait voir chez un enfant d'abord. Cet enfant commence à rejeter un des deux parents. Donc on va dénigrer, donc avec des mots du style, on va prendre l'exemple classique, je dirais, qui est la mère aliénante et le papa rejeté. C'est l'exemple le plus classique, mais il est vrai que l'inverse existe dans une moindre mesure. Je crois qu'on est maintenant à estimer que la maman est le moteur de l'aliénation dans 70% des cas et le papa dans 30%. Donc je dis tout de suite que je ne suis pas du tout sexiste et que je me suis toujours un petit peu démarqué de SOS Papa et de toutes ces structures d'aide aux pères, aux pères en difficulté, aux pères victimes de la procédure du divorce conflictuel, en disant oui mais écoutez, il y a des femmes qui sont aussi victimes et il ne faut pas prendre des décisions sexistes en disant que c'est toujours à cause de la mère, que c'est toujours ci ou c'est toujours là. Non. Il faut savoir prendre la décision dans les deux sens. Que ce soit le père ou la mère qui soit le moteur de l'aliénation, les prises en charge doivent être les mêmes. Il faut envisager toujours les deux cas. Bon, il est clair qu'il faut quand même, de manière pratique, prendre une des deux situations pour parler ici. Et donc, on prendra, par exemple, la situation de la maman aliénante et du papa rejeté. Mais clairement, au départ, l'aliénation parentale est un problème qui se passe chez l'enfant et on voit tout à coup un enfant
qui, mettons qu'on ne connaisse pas la famille, on est à l'école et on voit un enfant qui commence à ne plus bien marcher. C'était une tête de classe, mettons, c'était un enfant qui étudiait bien, et puis tout à coup on voit que cet enfant n'étudie plus, se laisse aller, fait de l'école buissonnière, il est plus nerveux, éventuellement il touche à la drogue, à l'alcool, au tabac, que sais-je. On voit un enfant dont la courbe de vie s'écarte de ce qu'elle était jusque-là. Pourquoi? Parce que dans l'aliénation parentale, l'enfant va quand même finir par souffrir. S'il ne souffre pas au départ, il va finir par souffrir parce qu'il n'est pas possible de vivre dans un contexte où on fusionne entre guillemets avec le parent aliénant, hein, tout en rejetant l'autre parent ou en dénigrant l'autre parent, par exemple en disant je ne veux plus voir mon père, il a été méchant, etc. Alors que ce n'est pas vrai, parce que forcément il pourrait avoir des enfants qui rejettent leur père parce que ça a été un père violent, buveur, qui a dépensé l'argent du couple, etc., que sais-je. Donc il ne faut pas non plus dire que tous les enfants qui rejettent un parent le font par aliénation. Il peut y avoir des rejets réalistes ou justifiés. Mais quand le rejet n'est pas justifié, là on rentre dans l'aliénation parentale et on peut se demander pourquoi l'enfant se met tout à coup à dénigrer, à rejeter un des deux parents. Et quand on rentre un peu là-dedans, qu'on se rend compte de ça, ben on voit que souvent, le parent aliénant, volontairement ou involontairement, ne faisons pas de l'aliénation parentale un problème volontaire. Je pense que ça peut arriver involontairement, c'est plus fort que la personne, et le parent aliénant va récupérer son enfant dans le sens de plus ou moins fusionner avec lui, dans toutes leurs activités et d'avoir une attitude, je dirais, de rejet ou de dénigrement par rapport à l'époux ou au papa pour l'enfant, hein, dans ce sens-là. Voilà. Et donc, que ce soit volontaire ou involontaire, le parent aliénant va avoir des comportements de fusionnement, si je peux dire, avec l'enfant, et va lui faire passer des messages en direct ou en sous-liminaire, comme on dit, hein, des messages subliminaires, où on fait passer le message que l'autre parent, c'est quelqu'un de mal, quoi, c'est quelqu'un de pas bien, qu'il faut peut-être plus aller le voir, qu'il faut le laisser tomber, bon voilà. Alors, donc ça se voit à travers la souffrance de l'enfant, ça se voit évidemment à travers la souffrance du parent rejeté, parent aliéné, qui voit tout à coup que ses enfants ne veulent plus le voir, qu'il a des difficultés pour avoir des contacts avec eux. Dans mon expérience personnelle, un soir, j'ai voulu aller chercher mes enfants parce que j'avais un droit de visite pour le week-end, et le droit de visite a été refusé, maison barricadée, et impossibilité que les enfants viennent. Donc là, c'était une attitude carrément volontaire de la mère de ne pas me les donner et d'essayer de couper les relations que je pouvais avoir avec mes enfants. Au point, et ça peut aller jusque-là parfois quand même, de secouer les enfants ou de plus ou moins physiquement les battre, entre guillemets, s'ils voulaient quand même venir me voir. Il y avait quand même des pressions importantes aussi. Donc il peut y avoir un système de fusion ou un système aussi de pression sur les enfants pour qu'ils n'aient pas les contacts avec l'autre parent. Voilà un peu les choses posées. Maintenant, ça entraîne toutes sortes de conséquences, quoi, au niveau de la santé de l'enfant et de la santé du parent rejeté. Peut-être pas tellement l'enfant. L'enfant, il va souffrir d'une situation où il vit surtout plus ou moins en fusionnant avec une personne. Je dis plus ou moins parce que j'ai dit tantôt que l'enfant peut être un peu martyrisé par le parent aliénant, mais si le parent aliénant arrive à obtenir de la justice la garde de l'enfant, il est clair que l'enfant doit rester avec lui, hein, et ne verra pas l'autre parent. C'est là alors toute l'importance, je dirais, des avocats et des juges qui devraient voir clair là-dedans en se disant peut-être que dans ce contexte bien particulier, je ne devrais pas donner la garde complète de l'enfant à une personne qui est aliénante. Et comme on le fait entre autres au Canada, faire plutôt l'inverse. Si la maman est aliénante, on retire la garde qui est attribuée à la maman en priorité a priori, hein, sauf si maintenant on évolue de plus en plus vers
une garde alternée, mais la garde alternée est encore loin d'être les 100% des gardes. Je crois qu'on peut estimer à 40% maximum de vraies gardes alternées pour le moment. Donc, si le parent qui a la charge de l'enfant commence à avoir un comportement aliénant, il faudrait le voir. Et au Canada, par exemple, à partir du moment où on peut montrer qu'un des parents a un comportement aliénant, pouf, on change directement la garde et on met la garde à l'autre. Pour contourner ou compenser un petit peu, et on demande au parent aliénant de se rendre compte qu'il est aliénant, de se faire aider pour ne plus l'être. Bon, en Belgique, ça ne se fait pas du tout. En France, je ne sais pas si ça se fait un peu. Ça se passe beaucoup plus. Bon, donc, le problème de la prise en charge de l'aliénation parentale, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de bonne volonté ou de compétences au milieu des avocats et des juges, donc en gros du monde judiciaire, pour voir un peu plus vite clair devant ce type de dérapage de la relation entre un enfant et ses deux parents. Il y a là un dérapage dans la relation et il faudrait que ça soit beaucoup mieux géré et beaucoup plus vite géré. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc le but du livre a été de mettre à plat les choses, de dire que ça existe. Je pense que j'ai été à une réunion il n'y a pas longtemps à Bruxelles où on a parlé des interfaces justice et psychiatrie. Et j'ai senti que la justice voulait faire des mises à jour pour les juges sur les pathologies psychiatriques. Je ne dis pas que l'aliénation parentale, parce qu'il peut y avoir les enfants violents, les drogués, etc., qui font des conneries à gauche et à droite et qui sont pris par la justice, qui passent devant des juges. Donc j'ai senti que la justice voulait faire des progrès en psychiatrie larges, je dirais. Hein. Bon, là-dedans, l'aliénation parentale n'est qu'un élément des choses. Mais bon, je pense qu'il va avoir, grâce à ce livre ou grâce à d'autres réactions que celle-ci, etc., dans ce livre, par exemple, on demande clairement l'ouverture d'un tribunal de la famille. Hein, il y a un dessin qui montre ça, je crois, sur la fin. Or, le tribunal de la famille va seulement être installé en Belgique. Franchement, on est encore très loin de ça, quoi. Je ne trouve pas la page tout de suite, mais donc je veux dire, on plaidait pour l'existence d'un tribunal de la famille, c'est-à-dire un juge qui réfléchisse pour la famille. Or, jusqu'à présent, les problèmes de divorce en Belgique sont gérés dans des tribunaux de première instance avec des juges qui font toutes sortes. Ils font des trucs de divorce forcément, mais ils font aussi des vols, des trucs relativement simples. On est en première instance, c'est pas encore des trucs très graves, mais je veux dire, c'est un peu du tout venant. Hein, et donc, ils ne sont pas du tout formés à... Donc, c'est pour ça qu'on voulait un tribunal de la famille. Bon, les idées progressent, on commence à aller vers ça. Hein, maintenant, il n'y a pas que des mauvais juges, il y a des bons juges. D'ailleurs, il y a une juge ici qui écrit dans le bouquin. C'est une juge du côté de Serein-Liège en Belgique qui est très très bien. Et qui, d'après ce que j'ai compris, fait... il y a aussi le Guy Blondet, l'ancien juge de la jeunesse, qui est pas mal. Il y a Marc Juston, président du tribunal de grande instance de Tarascon, dans le sud de la France. Et voilà. Et la juge Marie-Christine de Spiegeler, juge au tribunal de Serein. Ça, c'est trois juges qui ont bien compris l'aliénation parentale et qui sont sensibles à cette situation. Mais il y en a tout plein qui passent à côté. Hein, et ça, c'est un peu le drame. Et donc, c'est un peu le but de nos conférences et du livre. C'est de faire connaître l'aliénation parentale, non seulement dans le domaine médical, mais aussi dans ce domaine judiciaire, juridique, pour que ça soit mieux géré. Quoi. Et est-ce que vous pourriez revenir un peu plus précisément sur votre parcours professionnel? Ah, mon parcours professionnel, donc moi j'ai fait mes études, j'ai fait latin maths en secondaire. Dans latin maths, j'ai fait médecine à l'ULB. Médecine, j'ai fait neuropsychiatrie et je travaille comme neurologue donc depuis 1983, avec quasiment pas de prise en charge psychiatrique. Quand on me consulte pour un problème psychiatrique, j'écoute et je réoriente vers un collègue qui me paraît plus adéquat que moi. Voilà. En gros, c'est ça, mon parcours professionnel. Et donc, oui, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que j'ai fait 30 ans d'hôpital, donc des années 80 aux années 2010.
J'ai fait 30 ans d'hôpital. Et puis dans un contexte de fusion hospitalière, on m'a gentiment remercié. Et donc, parce que j'étais trop vieux, entre guillemets, on voulait engager des jeunes médecins qui coûtent moins cher. Bon, fusion égale économie. Mhm. Et alors, donc, depuis 5 ans, je travaille en cabinet privé, ici la plupart de mon temps, donc chez moi. Et j'ai un cabinet privé aussi à Montigny-le-Tilleul pour le mardi. De ce fait-là, je couvre en fait toute la région de Charleroi, parce qu'ici on est au nord-est de Charleroi, Mhm. Montigny-le-Tilleul est au sud-ouest de Charleroi, donc j'ai une clientèle largement répartie dans le tout Charleroi, mais ici je suis pas loin non plus des autoroutes, et donc j'ai des gens qui viennent de Mons, de Tournai, j'ai des gens qui viennent de Bruxelles, ou à l'inverse de la région de Liège. Je vous dis ici un petit carrefour autoroutier qui permet assez facilement de venir me voir, mais ça c'est surtout dans le contexte du Parkinson où je suis le plus connu. Dans l'aliénation parentale, je vois peut-être un cas par mois, grand maximum, et généralement je reçois un papa ou une maman éplorée, avec parfois l'enfant qui pose problème, et on essaye de donner des conseils, mais sûrement pas des médicaments évidemment, mais des conseils pour que les choses aillent mieux. Mhm. Et dans votre cas, par exemple, après, vous avez réussi à... euh, c'est-à-dire, est-ce que vous avez trouvé une solution qui convenait à vous et à votre ex-femme Non, parce qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec mon ex-femme. Donc, moi, j'ai simplement signalé, chaque fois que je passais devant le juge, je crois que je suis passé devant 9 juges différents. Les procédures sont tellement longues et complexes en Belgique. Je crois que j'ai vu 9 juges différents. Donc, chaque fois que je passais devant le juge, je signalais ce problème d'aliénation parentale, etc. Puis cette aliénation parentale a heureusement été limitée dans le temps parce que, et mes enfants ils sont pour quelque chose aussi, ils ne se sont pas laissés trop prendre. Donc je dirais que chez moi c'est une aliénation parentale un peu avortée, c'est-à-dire que si j'ai eu des refus de visite, etc. au départ, mais mes enfants au départ avaient, pour le plus âgé, je vais dire, il était né en 84 et le divorce était intervenu en 81. Donc en 2001, donc 17 ans. 17 ans pour l'aîné, 15 ans pour la seconde et 10 ans pour le troisième. Donc au début, ils étaient un petit peu mal pris, mais donc ils ont un peu suivi la maman, qui Mhm. était vraiment très dénigrante, etc. Au point que j'ai dû quand même faire même aussi une procédure au tribunal contre elle, parce qu'elle écoutait des messages, donc elle avait obtenu par les enfants, entre autres, des codes de mon internet, codes de mes téléphones portables, etc. Donc, comme quoi les enfants vont jusqu'à Mhm. donner des éléments importants aux parents aliénants. Et par après, ma fille, entre autres, est venue s'excuser d'avoir fait ça, etc. Et elle a dit, écoute, papa, maintenant je veux fonctionner avec toi. Maman n'aura plus d'emprise sur moi. Bon. Le grand-fils, lui, ne s'est pas vraiment excusé, mais bon, il a quand même pas mal fonctionné en venant me voir, peut-être moins avec ma fille, mais il venait quand même me voir, il avait envie de me voir, etc. Moi, j'avais évidemment toujours envie de le voir aussi, malgré ce qui s'était passé. Et le dernier a été finalement le plus résistant, parce que lui, il a dit à sa maman qu'il ne voulait pas vivre avec elle, mais qu'il voulait vivre avec moi. Et donc, à partir du moment où il est rentré dans le secondaire, il avait sa garde complète avec moi à sa demande. C'était D'accord. pas facile à obtenir, parce que, évidemment, l'avocat de mon ex-épouse disait comment c'est possible de donner la garde d'un enfant à un père, enfin, le genre de trucs, de clichés, etc. Mhm. Mais lui a tenu bon. Et d'ailleurs, à la dernière réunion qui se faisait en cour d'appel à Liège, je pense, moi, je n'ai pas été, je l'ai laissé aller avec mon avocat. Et il a été pas. Mais là, bon, il a commencé à demander à 12 ans à vivre avec moi, il l'a obtenu vers 15 ans. Oui. Donc à 15 ans, il était déjà plus costaud, etc. Et la dernière audition, il a été à Liège avec mon avocat, et il a dit, moi je confirme que je veux vivre avec papa, etc. etc. Et donc finalement, ça a été accordé. Et donc grâce à ça, lui est complètement sorti de l'aliénation parentale, évidemment, autour de 12-15 ans. Et les grands, ben, c'est parce qu'ils ont vers 17-18 ans, l'aliénation parentale devient de plus en plus difficile à faire quand l'enfant, je dirais, sort de la maison, a des copains, des copines, trouve Mhm. son autonomie.
c'est beaucoup plus difficile d'empêcher les contacts avec le papa, forcément. Donc, quelque part, l'aliénation parentale, elle s'éteint d'elle-même vers 18-26 ans, je dirais, à l'âge adulte jeune, parce que l'enfant finit par se dire que vivre avec un des parents et sans jamais voir l'autre, c'est quand même un peu ennuyant, c'est pas équilibrant, et que parce que le parent aliénant ne sait quand même pas mettre des chaînes absolues à l'enfant de 21 ans qui commence à circuler librement dans le monde et aller manger, boire, dormir où il veut, ce qui est évidemment plus facile à faire quand l'enfant n'a que 5, 10, 15 ans. Là, on peut le cerner, lui dire, écoute, tu vis avec moi, voilà. Après, l'enfant fait un peu plus ce qu'il veut. Mais il faut quand même que dans sa tête, il ait quand même envie de revoir l'autre parent, donc le parent aliéné, le parent rejeté. Et il y a parfois des enfants qui, même à 25, 30 ans, ne veulent toujours pas voir le parent rejeté, parce que dans leur tête, il y a quelque chose qui, malgré qu'ils ont les possibilités physiques, financières, etc., de circuler, d'aller où ils veulent, ils ne veulent quand même pas voir le parent rejeté, parce que dans leur tête, il est définitivement noir, quoi. Ça, c'est évidemment très dommage, mais ça ne concerne pas toutes les aliénations parentales. Il y a beaucoup d'aliénations parentales qui rentrent dans l'ordre d'elles-mêmes une fois que l'enfant a atteint ses 18 ans, quoi. Et moi, ça a été tout à fait le cas. L'aliénation parentale, ça a avorté un peu dans mon cas, parce que j'avais une très bonne liaison avec mes enfants, et qu'ils ont quand même rapidement compris que c'était quand même pas bien de fonctionner, je dirais pas contre moi, mais enfin, loin de moi sûrement, et un peu contre moi, même si au début, ils ont fait quand même des grosses gaffes en donnant vraiment des codes à mon ex-épouse, qui a pu alors aller sur Internet ou sur mes messageries, rechercher des éléments pour sa défense en justice qui étaient vraiment, je dirais, exagérés de sa part, enfin illégal de sa part. Elle a d'ailleurs été condamnée par le tribunal de première instance d'avoir fait vraiment des choses tout à fait illégales. Hein? Bon, voilà. Donc moi j'ai su contrôler un petit peu les choses grâce à moi, grâce à mes enfants. Bon, finalement les choses se sont bien vite rétablies. Maintenant, hier j'ai dîné avec ma fille, mon dernier grand-fils vit toujours ici, enfin bon, je veux dire, et j'ai eu le grand-fils au téléphone ici, enfin bon, on vit normalement, on en est totalement sorti, hein, donc il faut faire quand même passer le message qu'on peut tout à fait sortir d'une aliénation parentale, mais que c'est parfois un peu dur au départ et qu'il faut donner, il faut peut-être une aide psychologique à certains, il faut que la justice fasse son rôle de ne pas aggraver l'aliénation parentale pour le moins et au contraire donner des pistes pour en sortir. Hein, mais bon, mais on peut très très bien en sortir, oui, absolument. Comme malheureusement certains enfants peuvent y rester. Et vous avez des histoires de papas qui vous diront que même, je ne sais pas moi, avec un enfant de 25, 30, 40 ans, il ne le voit toujours pas. Hein, le papa, lui, il a 60 ans et il ne voit toujours pas son enfant qui a 35 ans ou 40 ans parce que les ponts sont définitivement coupés. Moi, je dis toujours à ces gens-là qu'il faut toujours espérer, qu'il faut toujours envoyer des cartes postales, des cartes d'anniversaire à son enfant en disant écoute je suis là, moi je souhaiterais toujours te voir, enfin ou je t'aime, enfin bon, faire passer un message pour essayer de rattraper quelque part un lien avec son enfant, mais il y en a où la situation reste apparemment assez bloquée et c'est une des raisons pour lesquelles ce problème doit être pris en charge tout de suite. Et pas laisser pourrir la situation en disant bon, à 18, 20 ans, il ira quand même voir son papa quand il voudra. Ouais, parfois il est trop tard. Et dans sa tête, c'est définitivement bloqué. Est-ce que si ça commence très jeune, c'est un facteur aggravant ou ça n'a pas vraiment de rapport avec l'âge? Bah, à mon avis, oui, c'est un facteur aggravant si ça commence très jeune. Pourquoi? Parce que l'enfant est, je dirais, sans réaction au départ. Il est très influençable, l'enfant, quand il est très jeune. Par contre, vous voyez, moi, l'exemple de mes enfants, ça n'a pas pris. Ça n'a pas très bien pris parce que les enfants avaient déjà de 10 à 17 ans, en gros. Et donc, l'aliénation parentale n'a pas bien pris.
Donc au plus c'est jeune, au plus il y a un risque effectivement que ça dure, que l'enfant soit influençable, que ça dure, que ça s'imprime dans le cerveau de l'enfant, que le parent rejeté était vraiment un mauvais parent, etc. etc. Alors, c'est tout à fait faux, mais bon, le message est là, bon. Et ce qu'on appelle aussi le problème des faux souvenirs, hein, il y a ce problème de transmettre une modification de mémoire à l'enfant ou de donner à l'enfant des faux souvenirs à travers ces messages subliminaires dont on disait tantôt. Le parent aliénant peut vraiment modifier la mémoire de l'enfant au point que l'enfant n'ait plus envie de voir son parent rejeté après X temps, parce que dans sa mémoire maintenant, c'est comme ça que ça s'est passé, il a vraiment été méchant, etc. Donc je ne veux plus le voir. Quoi, oui. Et au plus l'enfant est jeune, au plus il est influençable, et donc au plus il y a de risques. À mon avis, oui. Non seulement le fait qu'il est jeune et influençable, mais le fait que ça va durer plus longtemps sous la coupe du parent aliénant. À partir du moment où il peut s'en sortir, il évoluera sans doute plus vite. Quoi. Voilà. Avec une remarque quand même que dans mon cas particulier, mon enfant qui avait 10 ans au moment du divorce a été moins pris dans l'aliénation parentale, donc le fils de 10 ans, que le fils de 17 ans. Donc, comme quoi, l'âge ne fait pas tout non plus quand même. Et qu'il peut avoir des liens plus psychologiques entre un enfant et un parent aliénant que le troisième enfant n'a pas eu. Hein, mon premier enfant a vraiment fusionné avec mon ex-épouse à un moment, en tout cas, que le troisième enfant n'avait pas su fusionner, il ne voulait pas fusionner. Donc, il n'y a pas que la jeunesse de l'enfant qui est sûrement un facteur de risque, mais il y a aussi une relation psychologique entre l'enfant et la mère qui peut faire que l'aliénation prend ou prend pas. Tous les enfants ne vont pas être aliénés parce que la mère est aliénante. C'est notre façon de dire. Une mère aliénante va peut-être parfois pas trouver le répondant chez l'enfant. Et l'enfant va peut-être dire, mais non, moi j'aime bien papa, je n'ai pas envie de le dénigrer, mon papa est un bon papa, qu'est-ce que tu me racontes là, hein, moi je m'entends bien avec lui, j'ai envie de le voir, etc. Et il va résister à la mère. Va arriver. Mais là, vous voyez, ce que je reproche par exemple dans mon cas personnel, c'est que mon enfant de 10 ans qui refusait l'aliénation, la justice a tout fait pendant 3 ans pour qu'il l'accepte, entre guillemets. Parce qu'il refusait de donner cet enfant-là au père, soit disant que c'est pas possible qu'un père s'occupe d'un enfant. Hein. Et, oui, parce que c'était pas possible ou... Ils avaient essayé de trouver entre guillemets des excuses plus. Oui, on a chipoté tout ce qu'on veut. Hein, mais les avocats, vous en faites pas pour trouver des excuses, il n'y a pas de problème. Mais pour inventer des trucs, il n'y a pas de problème. Mais enfin, je veux dire, cet enfant, je pense que j'avais compté qu'il a dû aller 5 fois au tribunal dire mais oui. Tandis que s'il avait fléchi dans sa décision, il restait définitivement avec sa mère. Hein. Donc je veux dire, la justice a joué un très mauvais rôle. Et sans le savoir. Je veux dire de manière un peu involontaire, mais en utilisant des clichés habituels, etc. Hein, pour éduquer un enfant, il n'y a rien de mieux que la maman, etc. Et le papa, hein, bon. En restant dans des clichés comme ça, ils entretenaient l'aliénation parentale l'essai d'aliénation parentale de mon dernier fils. Or, heureusement, ça ne s'est pas fait ou très peu fait. Quoi. Grâce à lui. Mais au final, ils n'ont pas vraiment écouté votre fils au départ. À la fin, oui, parce qu'il a obtenu... Oui, voilà, au plus il grandissait, et à force d'être écouté, il a d'abord été écouté à Charleroi. Donc il y a eu les premières procédures à Charleroi. Le juge le reçoit vers 12 ans, je veux dire quelque chose comme ça. Il avait écrit une lettre. Moi j'ai transmis la lettre au juge, et évidemment la lettre était balayée. Hein, on ne peut pas croire à un écrit d'un enfant de 12 ans. Alors, il a été reçu par le juge. Le juge a dit oui d'accord, mais enfin il faut que je revoie l'enfant dans 6 mois. 6 mois, c'était vite un an. Enfin, bon, il a revu l'enfant, toujours à Charleroi. Puis, on est parti en appel à Mons, et après, on est passé en cassation à Liège. Donc, vous voyez, le nombre de procédures qu'il a fallu, où l'enfant a dû toujours aller. Il aurait pu dire à un moment, l'enfant, foutez-moi la paix avec ces histoires de tribunaux. Non, il a quand même été. Et il a chaque fois tenu le même discours. Il a dû être fort pour sortir de l'aliénation parentale. Et ça, je trouve que c'est un message aussi très important à faire vis-à-vis de la justice, qui a parfois un rôle d'entretien de l'aliénation, à la limite sans s'en rendre compte. Mais il faut leur dire que ça existe, que de temps en temps, ils font des conneries. Quoi. Voilà. Donc, message, longue procédure à éviter,
détection de l'aliénation la plus précoce possible, et agir, pas laisser faire, voire entretenir. Non, il y a des gros problèmes, en tout cas en Belgique. Hein. Bon, je crois qu'au Canada, c'est quand même beaucoup plus sérieusement. L'expérience canadienne paraît intéressante. Elle est reprise ici dedans, donc le professeur qui est d'origine belge d'ailleurs, qui s'appelle Van quelque chose, ou de quelque chose, attends, je vais le retrouver. Hubert Van Geysegem, voilà. Hubert Van Geysegem, professeur de psychologie à l'Université de Montréal, écrit dans le livre et il dit comment eux ils font à ce niveau-là. Voilà. Donc vous voyez, le livre, il y a quelques petits dessins qui... Ah ouais, voilà, alors une très belle façon de faire de l'aliénation parentale. On sort de ce qu'on appelle les référés, c'est-à-dire un morceau du tribunal qui est consacré au divorce et qui prend des décisions, comme ils disent, rapides et transitoires, mais elles sont généralement définitives, malheureusement. Hein, donc les référés en Belgique, c'est probablement un autre nom en France. À la sortie des référés, donc il y a eu la discussion sur, par exemple, qui a la garde des enfants. Dans un premier temps, mais encore une fois, mesure urgente et transitoire, mais souvent définitif. Hein. Et vous avez la maman qui parle à sa fille et qui dit « Tu vois que j'ai raison, car c'est moi qui reste à la maison. Oui. Le juge a dit que tu vivais avec moi à la maison. Donc tu vois que j'ai raison. » J'ai raison. Tout à fait faux. Le juge a pris une mesure urgente et transitoire de maintenir la liaison maman-enfant. Je ne suis pas contraire, hein. Je suis assez d'accord aussi de dire que rien de tel pour un enfant que d'avoir sa maman près de lui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut négliger les pères. Mais bon, ok, le juge a pris sa décision en disant l'enfant est petit, etc., on le met chez sa maman. Et la maman rattrape la situation en disant, tu vois tout ce que je t'ai dit là, papa méchant, papa ci, papa là, j'ai raison, hein, le juge, il te met chez moi. Ça, c'est vraiment un superbe exemple de message subliminaire, si vous voulez. Parce qu'elle n'a pas dit directement, mais ah, oui, le message est là. Ah, oui. Et en plus, elle s'appuie sur une autorité. Elle dit, tu vois que j'ai raison, parce que l'autorité que tout le monde reconnaît, et donc ça, si c'est pas... Donc, un des moyens de contrecarrer ça, c'est d'arriver à des gardes alternées à 100% et plus à 40%, voyez, parce que bon, dans les 60% qui restent, ceci est récupéré. Des réelles mesures transitoires et non plus des mesures transitoires qui sont définitives parce qu'on ne les revoit pas. Hein, on sort des référés, il n'y a pas de date pour revoir la situation. C'est ce que je me demande, moi, c'est qu'on jalonne, hein, qu'un juge, quand il prend une décision, il dit